évidemment Brest qui a arraché un nul ô combien magnifique au Parc des Princes. Oui, ils étaient menés 2-0 à la mi-temps, les Brestois. Ils ont réalisé cet exploit, cette belle performance de revenir dans la partie. Tout d'abord à la 55e minute, le contre son camp de Danilo Pereira qui prend Donnarumma à contre-pied dans ce match. Et puis à la 83e, au premier poteau, Pereira Lage qui surgit pour reprendre le centre de Satriano. Donnarumma est piégé, Brest qui revient à 2 buts partout. Et Brest qui conforte sa 3e place du championnat de France de Ligue 1. Et nous allons accueillir celui qui est aux commandes de cette équipe brestoise, c'est le coach Éric Roy qui est avec nous. Bonsoir Éric, merci d'être avec nous en direct dans l'équipe de Greg. Vous allez bien j'imagine? Vous êtes un homme heureux là ce soir? C'est Chips. Pas trop mal, bonsoir à tous. C'est vrai qu'il y a eu des moments pires. Hein. Des moments pires. Alors, quand même, quand on a un édito de l'équipe le lendemain d'une journée de Ligue 1 où il y a marqué « Vive le roi » sous la plume de Vincent Duluc, comment on fait pour pas s'enflammer Éric? Alors c'est sûr que avec la belle plume de Vincent Duluc en plus, parce que c'est un journaliste de talent, et c'est vrai que c'est un beau témoignage, donc forcément ça fait plaisir. Je crois qu'il faut dans ces moments-là et dans le métier que l'on fait aussi savourer, parce qu'on sait que c'est des métiers qui sont difficiles et qui quelque part on sait que ça peut aller vite dans un sens et dans l'autre. Donc voilà, je crois que quand on est dans le métier depuis très très longtemps, on a tendance à moins s'enflammer que les autres peut-être. Alors Éric, on a un débat depuis quelques semaines maintenant, pas de savoir si Brest va rester en haut, allez on va dire au pire top 6, top 7, ça on en est tous persuadés. Non mais on est dans un débat sur, et si à l'Europe, si à la Ligue des Champions, c'est normal que nous on s'enflamme en tant que suiveurs, en tant que passionnés. Vous, votre rôle c'est quoi? C'est de garder la tête froide pour vous, pour vos joueurs, et de dire on sera récompensé en fin de saison s'il se passe un truc chouette? Non, c'est de rester effectivement sur les objectifs qui sont les nôtres. Le premier, c'est d'atteindre cet objectif maintien. Donc, il nous manque encore 2-3 points, je pense. Et puis après, quand on aura atteint cet objectif-là, sans fixer d'autres. Donc, je pense que les choses, elles viennent petit à petit, sans se prendre la tête, sans s'enflammer, bien sûr. Après, notre rôle, nous, staff, c'est de effectivement garder tout le monde avec la même exigence, la même volonté de jouer, comme on l'a fait hier au Parc, où on a pris quand même beaucoup de risques pour ceux qui ont suivi le match, parce on n'a pas hésité à quelquefois rester en 1 contre 1 derrière. Donc voilà, c'était un parti pris aussi de continuer à mettre notre identité, nos valeurs sur le terrain. Donc c'est un grand plaisir d'entraîner cette équipe parce que j'ai des garçons qui sont à l'écoute et qui surtout progressent de match en match. Vous leur avez dit quoi hier à la mi-temps quand le PSG mène 2-0? On a tous regardé le match, on voit bien qu'il n'y a pas une domination écrasante du PSG, mais il y a ce talent dans le dernier geste qui fait que les Parisiens arrivent à marquer 2 buts. Vous leur dites quoi alors que j'imagine que beaucoup se disent bon, c'est plié, le PSG va gérer. C'est quoi vos mots? Déjà, je les ai un petit peu tensés parce que c'est vrai que tout le monde a vu qu'on a malgré tout essayé même en première période, même si on a eu des bons mouvements, qu'on a essayé de jouer, qu'on n'est pas venu pour mettre le bus et attendre éventuellement que ça se passe. Non, il y avait cette volonté-là, mais la seule reproche que je pouvais leur faire, c'est que en essayant de jouer, on a perdu quelques principes, notamment d'équilibre, et que on le voit sur le but, c'est Brandon qui est comme un latéral droit, c'est Kenny qui est dans l'axe. Donc à force de trop vouloir jouer, on s'est un peu exposé. On a perdu un petit peu l'équilibre, on a perdu un petit peu tout ce qui est important dans le foot, c'est-à-dire être capable dès la perte du ballon de pouvoir mettre en difficulté l'adversaire, ne pas le laisser faire des transitions comme le PSG est capable, avec bien sûr ces fulgurances de Mbappé, de Barcola et d'autres. Donc voilà, c'était effectivement de se dire qu'il fallait être capable de continuer à jouer, mais d'être beaucoup plus sécuritaire et beaucoup plus équilibré quand on perdait le ballon. Donc on a parlé de ça, et après de parler de l'importance du 3e but qui arriverait. Si c'était nous qui le marquions, ça pourrait relancer le match. Et il est évident que si c'était le PSG, c'était un match qui était forcément plié. Et c'est vous qui l'avez marqué. Karim Benani a une question pour vous. Salut Eric. Je ne poserai pas de questions sur tes lunettes qui te vont très bien, je trouve. Mais plutôt... Parce que je vois rien. Oui, je sais bien, je te connais. Près, donc... mais plutôt sur toi, Eric, tu n'as pas entraîné pendant quasiment 10 ans, un peu plus de 10 ans. Tu entraînes Brest, tu arrives il y a 1 an quasiment tout seul dans ce club-là. Tu sauves le club, là tu te retrouves top 3 de la Ligue 1 quasiment 1 an après. Est-ce que, franchement, c'est pas une belle revanche pour toi? Est-ce que tu en as conscience aujourd'hui, tous ceux qui t'avaient enterré, qui t'avaient mis à la cave et qui, aujourd'hui, parlent un peu moins peut-être? Non, il y a pas de revanche. J'en ai parlé souvent. Ça vient souvent,
C'est vrai que quand j'ai été nommé, il y avait un peu de scepticisme, mais c'est normal quand tu vas chercher un entraîneur qui a pas entraîné, qui a eu en plus qu'une seule expérience, c'était à Nice, dans mon club dans mon club de cœur, mon club formateur, la ville où je vis, avant de venir à Brest. Donc c'est vrai qu'il y avait pas mal de scepticisme, et c'est un scepticisme que je pouvais comprendre, hein. Vous savez, j'étais un peu à votre place aussi pendant les moments où j'étais pas en club, c'est-à-dire être sur des plateaux, à pouvoir analyser les choses, commenter, avoir toujours des avis sur tout. C'est des fois compliqué, et c'était assez logique quelque part. Maintenant, je suis surtout content, moi, surtout d'avoir rendu l'appareil à ceux qui m'ont fait confiance, à Grégory Lorenzi, qui est quand même un petit peu l'architecte quand même de ce club depuis des années maintenant, et au président qui à un moment donné m'ont tendu la main. Ça, je l'oublie pas non plus, parce que c'est vrai que pendant longtemps, j'ai pensé que le train était passé, quoi, définitivement. Alors, il a lui aussi un avis sur tout, mais bon, on l'aime bien quand même, c'est Ludovic Obraniak. Alors, il veut vous poser une question, coach. Non, salut Eric, et tu viens d'amorcer la Ludo. question que je voulais te poser. Tu connais la façon dont j'ai d'appréhender le football, et tu as été un manager aussi avant d'être entre les deux pendant tes périodes d'entraîneur. Moi, je voulais revenir sur ta complicité avec Grégory Lorenzi. Tu viens d'en parler. Est-ce que finalement, la source de la réussite de ce club-là, c'est la réussite de votre binôme, l'entente des joueurs devaient partir, finalement, ils sont toujours là. Il y a un recrutement qui est malin, qui te permet aujourd'hui d'avoir des joueurs à des postes stratégiques. Est-ce que finalement, la réussite de ce club, et des clubs en général, ça devrait être justement la complicité entre un directeur sportif et un entraîneur? Il est évident que la réussite d'un club, si la relation est plutôt fluide et bonne avec ton supérieur hiérarchique, parce qu'aujourd'hui c'est mon supérieur hiérarchique, mais ça n'empêche pas que lui est concentré sur son boulot, moi sur le mien. Il n'y a pas d'interférence entre les deux, même s'il y a beaucoup de communication et beaucoup de dialogue. Voilà, il est évident que des relations normales, j'ai envie de dire, ce qui est de plus en plus rare dans le foot, et les normalités dans le foot, c'est vrai que ça devient aujourd'hui quelque chose d'assez exceptionnel, donc avec un président qui laisse travailler les gens qu'il a choisis, et après une relation effectivement entre un directeur sportif et son entraîneur qui est bonne, et qui quelque part permet justement cette complicité, et puis également cette confiance au quotidien, qui fait qu'on travaille je travaille dans des bonnes conditions avec un staff que je connaissais pas, mais qui m'a tout de suite plu. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Donc des gens professionnels, des gens qui sont à leur place dans un club qui est effectivement, que je pense a toujours sa place dans le football français. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de fonds d'investissement, de riches propriétaires, d'États quelquefois, qui sont propriétaires de clubs. Aujourd'hui, notre club, c'est vrai que c'est un club très identitaire, avec un président français, et je dirais que c'est encore le foot, en tous les cas, le foot que moi j'aime. Une dernière question, Vicage Dorasso est autour de la table aussi. Je me Eric demandais, Roy. comme tu as entraîné, salut Eric, il y a 10 ans, entre-temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Est-ce que tu es un entraîneur à l'ancienne, ou est-ce que tu utilises les data, les GPS, le nouveau langage aussi? Ou est-ce que tu as un staff de ouf, ou alors est-ce que tu es avec plutôt le discours, avec les valeurs, avec plein de choses comme ça? Tu t'es mis à jour entre-temps. Alors, on me parle souvent de la nouvelle génération, notamment. Dans ces relations, j'ai jamais eu de problème, même en revenant 10 ans après, et j'ai pas senti vraiment une évolution incroyable. C'est peut-être le fait aussi d'avoir des adolescents, d'avoir eu des adolescents à la maison qui sont maintenant qui ont grandi. Donc, j'ai pas perdu ce lien avec la nouvelle génération. Et après, concernant les nouvelles technologies, je crois que c'est important de toujours être un peu concerné par ce qui se fait de nouveau, par les nouvelles tendances. C'est vrai que la data, on en parle, on regarde, on étudie aussi bien sûr nos matchs par rapport à ce que les joueurs ont fait, leur volume de course, et choses comme ça, notamment les volumes de course à haute intensité. Mais c'est vrai que j'ai plutôt une tendance à m'en servir, mais c'est pas pour moi quelque chose qui soit en tous les cas décisif dans la manière de pouvoir coacher, dans la manière de pouvoir faire des choix. C'est un élément supplémentaire, c'est quelque chose qui peut être important, mais je recruterai jamais quelqu'un sur la data uniquement, plutôt sur un sentiment, sur des infos, sur la capacité à un garçon de s'intégrer, de s'investir, sa mentalité, et bien sûr après ses qualités de footballeur. Donc pour moi, l'œil est encore très important.
Et voilà, donc je sais pas si je suis à l'ancienne ou on a une nouvelle génération d'entraîneurs, mais en tous les cas, je suis comme je suis. Je crois que ce qui est le plus important, c'est d'avoir sa propre personnalité. Et je pense que les joueurs, quelque part, ils ont besoin de ça aussi. Merci beaucoup Eric d'être venu ce soir dans l'équipe de Greg faire un point complet parce que Brest réalise vraiment une saison exceptionnelle avec peut-être en point d'orgue ce match nul au Parc des Princes. En revanche, je vous le dis tout de suite, hein, personne ne vous croit pour le maintien, sachez-le, je vous assure. C'est très bien, vous êtes dans votre rôle, mais nous on ne tombera pas dedans. Pinocchio, il n'y a pas de doute, plein de bonnes choses, bon vent, à très vite. On se retrouve prochainement dans le jeu. Salut Eric, merci d'avoir été là. En revanche, il y avait une très mauvaise nouvelle, une sale nouvelle et qu'on déteste Alicia. Hein. Oui, c'est vrai qu'il ne s'est pas terminé sur la meilleure des notes pour les supporters brestois. On a appris que 2 cars transportant à peu près une soixantaine de supporters brestois ont été caillassés hier soir aux abords du Parc des Princes. Des jets de pavés, alors qu'on peut voir des vitres complètement brisées sur ces photos. Heureusement, a priori, aucun blessé et des cars de substitution ont pu être trouvés. Des supporters brestois avaient déjà été pris pour cible à Montpellier en novembre dernier. Là, il y avait eu 2 blessés légers. Ça paraît complètement dingue que ça arrive encore quand on se rappelle de ce qui est arrivé à Fabio Grosso. Voilà, alors on en a chopé quelques-uns, il faut continuer, faire travailler les caméras de surveillance, arrêter ceux qui mettent en danger les autres, voilà, tout simplement, c'est à vomir, c'est abject, et évidemment qu'on en parle, quel que soit le club, en espérant qu'on retrouve ceux qui ont commis ces débilités et cette dangerosité.